Retrouvez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Mercredi 16 novembre de l'année 2016, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur LCF et sur la radio City FM 89.9 MHz et aussi sur le www.lcftogo.com pour Toc Toc. Toc Toc de ce jour reçoit en studio deux confrères, ils ont pour nom Maxime Domenier, il est le directeur de la rédaction du journal L'Alternative, c'est un bi-hebdomadaire. Bonjour. Oui, bonjour Junior, bonjour à tous les téléspectateurs. Notre second invité ce matin encore pour nous, Didier Assogbel, le patron du site d'information TogoBreakingNews.info. J'ai réussi cette fois-ci. Oui, Junior a réussi. Bonjour Junior, bonjour aux éditeurs de City FM et aux téléspectateurs de LCF. Tout à l'heure, à 10h30, nous aurons comme invité Kao Acholi, le président de la Civito, Association des victimes de la torture au Togo. Mesdames, messieurs, voici la une des journaux. Une des journaux de ce mercredi 16 novembre 2016, nous commençons par le journal sportif Global Sport. Aujourd'hui, on parlera beaucoup football. Alors, Global Sport titre à sa une. Préparatif Cannes 2017, journée FIFA de novembre, les éperviers entre insuffisance et vaillance. Qualification des binationaux, le point sur la situation chez les éperviers. Septième édition du tournoi de l'UMOA, le ministre des Sports précise les contours calendrier complet du tournoi. Voir dans le journal. Dans les classes également ce matin, le journal Le Messager. Le Messager titre à sa une COP22 à Marrakech. La conférence de l'action, le Togo prend une part active au plus haut sommet de l'État. Jeux tous à la BA, le nom des heureux gagnants connus. Seco Groupe Vert, un licenciement de plusieurs centaines d'employés pour motifs économiques. Dans les caisses également, le journal Le Triade des âgés de Jérôme Sossou. Vie de misère et d'indigence, suicide par pendaison, criminalité, braquage, tuerie, trafic de tout genre. Togo, une société en perdition. Vaste chez Fogna Singbe, un pied de nez à l'opposition togolaise. Qui de Aoumé Zounou et de Hadji Otet Ayasso est coupable? Ça, c'est le compte de la CAN 2013. Dans la classe, le journal Le Médium de Credo a DTT, le journal titre, l'ATC appelle Fogna Singbe au secours. Sport compte la participation du Togo à la CAN 2013. L'ATC appelle Fogna Singbe au secours. Politique, statut d'opposition, les avantages, privilèges et obligations du chef de file de l'opposition. Focus, le FNFI en 7 tableaux. Le quotidien privé libertaire avec nous ce matin à la classe, le journal titre décentralisation et élections locales. Un atelier diversion annoncé pour noyer la problématique. Interview. Sébastien Ajavon, le pouvoir béninois a voulu m'humilier. Projet de loi de finances rectificative 2016. Budget 2017, le gouvernement enfarine le peuple. Éducation, les enseignants appellent à une nouvelle grève de 72 heures. Préfecture de Koloton, l'association des femmes musulmanes écrit au chef de l'État pour se plaindre du préfet. La préfecture de Koloton est en grande souffrance. La gestion humaine est désastreuse et très catastrophe. La dépêche de Apollinaire Mayonnaise dans les caisses également ce matin. Le journal titre, interview exclusive de Jean-Pierre Fabre. Ingrid Awade, l'impératrice de la République qui dirige la société d'État et parapublique par procuration. C'est comme BTP Business Sex Politique. Focus Info dans les caisses ce matin. Le journal titre, économie, FNFI et pourtant ça marche. Plus de 700 000 nouveaux bénéficiaires, 90% de taux de remboursement. Politique élection américaine, Hillary Clinton gagne, Donald Trump s'installe. Avec nous ce matin, les départements express de Carlos Quito, le roi traîne une couronne de casserole. Nana en est voleur de loyer.
Les signes précurseurs d'une défaite FCAN bombe à retardement, crise imminente. Interview en ADEB. Mazalo Kadanga s'explique sur la mise en place des infrastructures communautaires de base. Georges Séraphin, deux bandits de grand chemin. Le journal La Nouvelle de Bonheur Betoum Lasson est avec nous ce matin. L'église catholique du Togo complice de la dictature. Crime crapuleux, assassinat d'une dame et son fils Abagida. Moi, roi de Mina. Et enfin, avec nous ce matin, l'alternative de Ferdinand Messaïté, le journal de Maxime Dominier également. 18 concours d'agrégation du CAMES à Chihuahua et 14 autres médecins togolais décrochent leur agrégation à Dakar. Quand le pouvoir banalise les chercheurs pendant qu'ils célèbrent des faux héros. Plus de dons de matériel sanitaire et scolaire de l'association Made France et son antenne locale. Compte de la CAN 2013, qui protège qui? Lire le courrier par lequel Aoumé Zounou demandait à Yassor de publier le rapport d'Audi. Retour en studio avec deux journaux avec nous ce matin. Nous avons le journal Le Dialogue. Le Dialogue qui titre à sa une rapidement. Le Dialogue titre donc en visite à Lomé, Louis Michel très impressionné par la dynamique du progrès du Togo. Alors aussi avec nous ce matin Tingo qui titre à Enfouin, le week-end passé, la gendarmerie a mis la main sur un trafiquant d'enfants. Et puis tirage au sort tous à la BOA. La BOA a fait des heureux gagnants parmi ses clients. Le jingle annonce la première partie de l'émission. Nous allons parler du football, nous allons parler des éperviers du Togo qui ont livré deux matchs en ce début du mois de novembre. Le dernier match a eu lieu hier contre le Maroc. Le Togo a perdu 1 but contre 2. Et vendredi dernier, je crois, on avait livré un match contre les Comores. On a fait un match nul 2 buts partout. Et Maxime Domeni, est-ce que les préparatifs vont bon train ou bien on doit s'inquiéter? Bon, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que, par exemple, le vendredi dernier, l'avant-dernier match, à la suite de l'avant-dernier match qu'ils ont livré, j'ai eu l'impression, personnellement, que les éperviers, eux-mêmes, ils ont commencé par s'inquiéter, parce qu'ils se sont fait peur un peu à travers ce match, qu'ils ont joué difficilement, et on a suivi une interview du capitaine, qui est allé même jusqu'à dire que si ça continue comme ça et que ses performances personnelles ne s'améliorent pas avant la CAN, il n'exclurait pas de ne pas jouer à la CAN. Il disait même que si avec les prestations, la prestation en tout cas qu'ils ont livrée la dernière fois, s'ils devaient livrer cette prestation face à une équipe comme la Côte d'Ivoire, il ne sait pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Pour dire qu'en fait, les éperviers qui sont les premiers acteurs eux-mêmes, ils se sont fait peur. Et puis, ils ont livré le match d'hier, qu'ils n'ont pas gagné. Bon, je ne sais pas quel est le moral, en tout cas, au sein dans le nid des éperviers actuellement. Mais est-il que nous sommes dans une poule où nous allons rencontrer la Côte d'Ivoire, nous allons rencontrer la République démocratique du Congo Et le Maroc, que nous avons joué hier. Et donc, si nous espérons passer, en tout cas sortir de cette poule, il va falloir, en tout cas, améliorer sensiblement nos prestations. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, eux-mêmes ils en sont conscients. Les prestations, en tout cas, que nous livrons jusqu'ici, ne sont pas encore de nature à nous rassurer que les éperviers à la CAN sortiront de leur poule. Didier Sogba, ces matchs ont permis à nous, observateurs, et aussi au public sportif de relais, de voir le réel niveau des éperviers. Oui, vous avez parlé d'inquiétude, c'est le mot qu'il faut sortir en ce moment. Parce que après le match de vendredi, on a senti quand même que dans le nid des éperviers, il y a une inquiétude qui s'est installée. Donc quand on parlait de la perte d'autorité du capitaine, d'autres ont parlé des blessures. Mais le problème, c'est qu'il y a un malaise dans le groupe. Ça, ne le cachons pas, il y a un malaise dans le groupe. Et le groupe, je crains qu'il y ait encore des camps. Mais le capitaine l'a dit, il y en a déjà. Le capitaine l'a dit, il dit que lui s'entend avec Agassa et Maman Gaffar, donc il y a d'autres clans aussi. Les binationaux sont entre eux, les Yobodé, c'est des venus de France, sont entre eux aussi, et il y a d'autres. Donc c'est ça, il y a des clans, c'est clair. Voilà, et c'est inquiétant pour un groupe qui est censé aller défendre une nation à une compétition comme la CAN. Le match de vendredi a quand même étonné tout le monde, a étonné tout un peu, pour tous ceux qui aiment les éperviers, voir les éperviers livrer un tel match contre les îles Comores, c'est aberrant.
Bon, hier, ils ont quand même pris un peu de la hauteur. D'autres disent qu'ils jouent en fonction de l'adversaire qu'ils ont en face. Hier, ils ont pris quand même de la hauteur, bien qu'il y ait eu assez de blessés dans le groupe. Plusieurs n'ont pas joué. On a vu une équipe remaniée qui a joué. Ils ont quand même été présents dans le jeu, bien qu'ils ont été gagnés, mais... Bon, quand même, c'est une bonne défaite, on m'a dit. Cette défaite va quand même nous ouvrir les yeux que, en réalité, on était dans les airs avant. Maintenant, il faut remettre les pieds sur terre. Et revoir la préparation quand même des éperviers. On a quand même quelques jours devant nous avant d'aller au Gabon. Donc, revoir quand même le groupe et les tactiques à mettre en place, parce que en analysant les 2 matchs qu'on a eu à livrer vendredi et hier, on a quand même de sérieux problèmes dans tous les secteurs. Surtout la défense. Le gardien, la défense. Le gardien, la défense. On n'a pas le milieu de terrain, on n'a pas un playmaker, quelqu'un qui s'approprie le milieu de terrain et qui distille les balles aux attaquants. Voilà, on n'en a pas trouvé dans le groupe jusque-là, et c'est inquiétant. Nos attaquants ne marquent pas aussi. On ne peut pas prétendre à une demi-finale à la CAN sans pouvoir marquer de but. Et ça, il faut travailler. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, ça fait quelques semaines, il y a quelques semaines, moi, j'ai fait un petit commentaire sur les réseaux sociaux. Beaucoup ne m'ont pas compris. En fait, j'essaie de dire qu'en réalité, lorsqu'il s'agit d'une équipe, il faut penser équipe. Et ceux qui sont tout le temps là à dire non, c'est tel, lui, ou rien, tout ça, ils ont tout faux, parce qu'en réalité, il ne sera pas le seul dans le jeu. Et parce que, voilà, lorsqu'on parle d'un jeu de foot, c'est quand même 11 joueurs contre 11 joueurs. Vous voyez, non? Et j'ai évoqué par exemple la question de chez Adebayor. Aujourd'hui, c'est fait que lui-même envisage de ne pas participer à la CAN, en tout cas ne pas jouer si ses prestations ne s'améliorent pas. Voilà, donc j'avais raison de dire qu'en réalité, lorsqu'on parle d'une équipe de foot, il ne faut pas dire que c'est telle personne, il faut penser à tout le groupe, il faut penser à la cohésion du groupe, il faut penser à former, vraiment, parce que le nom dit équipe, le nom dit équipe, et donc maintenant nous en sommes à travailler pour former véritablement une équipe. Et une équipe nationale, c'est les 11 joueurs, les 11 meilleurs joueurs du moment. Oui, mais même besoin de taille. Et même lorsqu'on parle de 11 meilleurs joueurs, vous savez, les Togolais parfois, je ne sais pas ce qu'on cherche, parce que il est arrivé un moment où on disait non, que c'est ceux qui ont des corbes, ceux qui jouent régulièrement, qui doivent appartenir aux éperviers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que tous ceux que nous avons dans l'équipe, est-ce qu'ils ont des clubs? À commencer par le capitaine, est-ce qu'il a un club actuellement? Non. Il y en a deux qui n'ont pas de club. Y compris le gardien de but. Oui, est-ce qu'il a un club? Et pourtant, c'est des ténors qui sont, c'est là, en tout cas, qui jusqu'ici font partie de l'équipe. Moi, je ne dis pas forcément que il faut se passer d'eux, mais au même moment, il faut travailler à la cohésion du groupe. Il ne faut pas juste, je ne sais pas comment il faut dire, il ne faut pas juste hisser l'un au détriment de l'équipe. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé des clans dans l'équipe. Ça a commencé encore. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Parce que lorsque vous affrontez des adversaires, lorsque vous êtes 11 à être appelés à jouer contre des adversaires, vous êtes obligés de constituer un front unique. Vous voyez, non? Vous êtes obligés de vous entendre comme des frères. La communion. Oui, ça n'y a pas la communion, il n'y a pas la bénédiction. Ça doit exister. Sinon, en dehors de ça, mais allez, toutes les équipes vont vous battre. Vous avez vu comment les Comores nous ont malmenés la dernière fois? Qui dit que ce n'est pas parce que les gens ne s'entendaient pas, parce que tant que vous ne vous entendez pas, vous avez des petites frictions entre vous, vous avez des choses que vous reprochez, il se peut que tu prives l'autre de balle parce que peut-être que c'est lui qui va marquer, ainsi de suite. Il se peut qu'il y ait ce genre de réaction, ce genre de réflexe. Et donc il va falloir que, en tout cas je ne sais pas qui doit le faire, mais il va falloir qu'on puisse rappeler les éperviers et leur parler, leur dire, entendez, vous défendez quand même les couleurs nationales, les drapeaux d'un pays, d'une nation, et vous ne pouvez pas vous permettre de continuer par alimenter ces petites querelles entre vous. Parce qu'on a beau mettre des milliards dedans, si on envoie une équipe totalement désorganisée, divisée, allez, n'attendez pas un miracle. N'attendez pas un miracle. Je rappelle bien que nous jouons contre des pays comme la Côte d'Ivoire, le Congo et le Maroc. Mais c'est des pays jouables, il faut le dire, c'est des pays jouables. Alors, certains confrères depuis quelques jours portent des critiques acerbes sur le coach du sélectionneur Claude Leroy. On a eu à entendre que pourquoi il a choisi le match contre les Comores. On a vu les Comores contre le Gabon, ils ont fait match nul 1-1 hier également. Dans les Comores, c'est pas une petite équipe, ils ont tenu un échec et le Ghana par le passé. Et c'est une équipe qui joue bien, et ils sont rugueux dans le jeu, et le coach a voulu jouer contre cette équipe pour que le Togo
ce genre de jeu également. Et il a choisi sur le Maroc. Mais les confrères ne font que lui critiquer ces temps-ci. Mais pourquoi critiquer Claude Leroy? Surtout que la qualification de Togo relève d'un miracle. Oui, d'abord la qualification qu'on a eue à la dernière minute, n'oublions pas, c'était une surprise. Et grâce peut-être à d'autres pays aussi, il faut le dire. Oui, grâce à la méforme d'autres pays qui n'ont pas su maximiser leur chance. Nous, on est passé, Dieu merci, on va dire, Dieu merci pour ce miracle. Mais est-ce qu'il faut critiquer Claude Leroy? Oui et non. Oui, parce que le sélectionneur a d'abord la responsabilité de la gestion de l'équipe nationale. Parce que c'est lui qui choisit les joueurs, les 23, peu importe le nombre, qui viennent en équipe nationale. Et donc, il est obligé de choisir ceux qui sont en forme, ceux qui sont les meilleurs du moment. Et donc, les frictions qu'il y a en équipe nationale, j'imagine que les gens ne boudent pas, parce qu'on aurait exclu d'autres ou on n'aurait pas choisi d'autres. Parce que ça vient de là. Quand il y a des joueurs sans club qui viennent, alors qu'il y a des joueurs performants en club qui ne sont pas sélectionnés depuis l'arrivée de Claude Leroy. Jonathan Ité notamment. Voilà, Jonathan Ité notamment. Et qui a fait sa retraite. Il a annoncé sa retraite internationale parce qu'il s'est énervé. C'est sous le coup de la colère, c'est pas qu'ils se sont fatigués. Je crois que lui aussi avait annoncé une fois. Voilà, au moins une fois. Il en a annoncé. On l'a rappelé. Personne l'a supplié. Voilà, personne n'en parle, mais c'est quand même un joueur qui est toujours bon depuis qu'il joue, pour ceux qui le suivent, notamment en Turquie, depuis qu'il est allé avec son équipe. Finalement, ils sont montés, il a aidé l'équipe à monter en première division turque. Donc, c'est pas tous les joueurs qui font ça. Il est performant en club, donc on ne peut pas comprendre que des joueurs comme ça, qui sont bons en club, ne seront pas rappelés. Ils n'entrent pas dans le schéma tactique du coach, forcément. Oui, c'est pour ça que je dis, le coach a la responsabilité des joueurs qui viennent en équipe nationale. Donc, s'il fait ses choix, il faut qu'il les assume. Quand ça marche, on applaudit Claude Leroy. Mais quand ça ne marche pas, Claude Leroy n'a qu'à souffrir, qu'on l'égratigne un peu. Voilà, donc, le critiquer, oui, parce que sur la performance de l'équipe, notamment face au Comores, tous les Togolais peuvent critiquer Claude Leroy parce que ça, on n'a pas vu un schéma tactique. On n'a pas vu un fond de jeu, on n'a rien vu du tout. On a vu que des joueurs qui sont sur le terrain. Et qui dégagent. Ils pesaient, les joueurs étaient lourds. Voilà, certains qui marchaient, les Adebayor et les autres qui marchaient, et on ne voyait rien du tout. C'est comme, même si c'est à Gaza contre la Côte d'Ivoire, c'est mieux quoi. Tu es méchant, toi. Voilà, mais on a vu que peut-être qu'il a fallu un peu aux joueurs. Face au Maroc, on a vu quand même un peu de présence. Parce que les joueurs, ils doivent avoir à l'esprit qu'ils défendent les couleurs nationales. Ils défendent près de 7 millions de Togolais. Et donc, ils ne font pas, c'est pas leur... Ils jouent pas pour eux-mêmes et ils vont faire à leur tête. Quoi. Donc, sur ce plan-là, quand l'équipe marche mieux, on félicite Claude Leroy, mais quand l'équipe ne marche pas et que l'honneur du Togo va être traîné dans la boue à cause de la prestation de son équipe, il faut qu'on le critique pour qu'il revoie ses schémas tactiques, qu'il revoie sa sélection. S'il y a des joueurs à rappeler, qu'il les rappelle. S'il y a d'autres joueurs à sortir de l'équipe, qu'ils sortent de l'équipe, quand même pour l'homogénéité, la cohésion du groupe qui doit pousser l'équipe à réaliser des résultats. Surtout que le peuple togolais dit qu'il faut faire mieux que la dernière fois, c'est-à-dire faire mieux que les quarts de finale. Aller en demi-finale. Voilà, et n'oubliez pas qu'on est dans un groupe que beaucoup qualifient déjà du groupe de la mort. Ouais, tout comme en 2013, c'était le cas avec la Tunisie, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Donc, c'est pratiquement le même... configuration, donc on n'a pas peur, sauf la RDC qui est vraiment une équipe joueuse. Alors rapidement, un mot de faire avant qu'on passe au compte de la CAN 2013 qui tarde à tomber. Oui, en fait, vous savez, comme il l'a dit, Claude Leroy, il va souffrir un peu que les gens le critiquent si la barque ne se porte pas mieux, en tout cas ne se porte pas bien. Mais au même moment, bon, parce que j'ai entendu des critiques à gauche, à droite qui ne répondent pas de la fédération ni du gouvernement, ainsi de suite, il faut se poser la question de comment il est arrivé d'abord. Comment est-ce que Claude Leroy a été recruté? Est-ce qu'aujourd'hui on connaît les conditions dans lesquelles le monsieur a été recruté? Elle a été appelée à la tête de la fédération, de l'équipe nationale. Mais personne, en tout cas, certains savent, mais ce n'est pas sur la place publique, je veux dire. Et donc, si quelqu'un qui vient par le sommet et voilà, qui est mis à votre disposition comme ça, sans que vous n'ayez pas
eu à le solliciter, n'avez pas eu à le recruter directement, il faut que vous souffrez que bon, cette personne réponde à celui par qui il est venu. Et donc, c'est ça. Et donc, voilà, il faut que les gens prennent bien en pleine conscience. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Maintenant, quand il s'agit de la prestation des joueurs, bah, n'oubliez pas non plus que l'équipe était quand même dans le trou. Maintenant, moi, contrairement à ceux qui disent il faut appeler tel, il faut pas appeler tel, pourquoi tel est dedans, tel n'est pas dedans, moi je dis plutôt qu'on veut des résultats. On veut des résultats. Il faut que l'on puisse, en tout cas, nous aider à avoir une équipe forte qui représente dignement le Togo. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand le Togo va être battu, bien va battre une équipe, on ne va pas parler de tel ou tel joueur, on va parler du Togo. On va parler de vous et de moi, on va parler de nous, les 7 millions de Togolais. Donc on veut des résultats de la part de Koloroa. C'est ce qu'on attend de lui. Maintenant, il faut qu'il en prenne conscience, qu'il sache qu'on l'attend au bout. Et puis non seulement cette CAN, parce que rappelez-vous que c'est la série sur le gâteau, la participation à cette CAN. Il est recruté pour la CAN 2019. Voilà. C'est pas miracle qu'on est à la CAN 2017. Mais en principe, même si on a 3 défaites, oui, mais il n'a aucun. mis des moyens. On va pas dire qu'il n'a pas été recruté pour cette CAN. Et que parce que regardez tous les moyens qu'on a mis, ils sont partis en préparation depuis des semaines. C'est quand même des moyens qu'on met dedans. Des moyens qu'on aurait pu mettre ailleurs, dans l'agriculture, dans la santé, et ainsi de suite. Mais si on concentre ces moyens pour la préparation des éperviers, il faut quand même que ça puisse rapporter des résultats. Donc il faut que Koloroa puisse en être conscient et qu'il puisse travailler à ce que les résultats puissent être au rendez-vous, autant pour cette CAN que après cette CAN. Didier Soba, avant la dernière CAN à laquelle le Togo a participé, c'est la CAN 2013, et on a demandé aux gens de cotiser. Tout le monde a cotisé. On a pris l'argent sur les bières, le ciment, plein de choses. Et depuis 3 ans, on n'a pas les comptes. On s'apprête à aller à une autre CAN et bientôt il y aura peut-être des commissions sur pied, commission de mobilisation de fonds, commission d'organisation et autres. Alors, c'est quand les comptes de la CAN 2013, l'ATC a interpellé le gouvernement, les associations, plein de gens crient toujours silence radio. C'est quand les comptes de la CAN, c'est l'équation difficile à résoudre aujourd'hui. Moi personnellement, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'une autorité d'un pays promette au peuple que des comptes seront faits à l'issue d'une compétition à laquelle participe le pays et qu'on en soit à près de 4 ans et que personne ne lève le petit doigt pour publier les comptes. En janvier, ça fera 4 ans. Ouais. Ou disons en décembre, ça fera 4 ans que les sous ont été prélevés sur la bière, le ciment, beaucoup de choses, les téléphones notamment, beaucoup de choses, pour permettre aux éperviers de participer à la CAN 2013 et qu'après, il y ait un silence radio. Le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, Célé Godi, Aoumé Zounou, avait dit que personne ne garderait un centime par devers. On a appris que une commission avait été... un cabinet d'audit avait été commis et que les audits ont été faits et que les rapports sont disponibles, mais qui bloque la publication des comptes aujourd'hui. On avait parlé de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Adi Otetayassor, qui bloquerait les comptes. Mais là, il n'est plus là. Qu'est-ce qui bloque la publication du compte? Là-dessus, j'interpelle le Premier ministre qui est là actuellement, c'est l'homme Classou, a fait prévaloir son autorité de Premier ministre. C'est-à-dire que son prédécesseur a promis quelque chose au peuple. Et c'est la constitution de l'État. Voilà, c'est là. On ne peut pas comprendre que les comptes soient relégués au calendrier grec parce que Aoumé Zounou n'est plus là. Voilà, donc il faut que l'autorité de l'État puisse prévaloir dans ce cas-là et que la reddition de comptes dans la gestion des finances publiques, de la chose publique, soit une réalité au Togo et pour que on vante les réformes de bonne gestion des finances publiques. Mais il faut qu'on nous publie les comptes de la CAN parce que c'est ce que le peuple réclame aujourd'hui. Il faut qu'on nous publie les comptes de la CAN parce que tout le monde a mis quelque chose dedans pour que les éperviers participent à une bonne CAN. Les gens se sont rappelés justement de la non-publication de ces comptes, non seulement de la mauvaise gestion de ces comptes, parce que les éperviers ont eu toutes les difficultés en Afrique du Sud pour revenir au pays après la CAN.
alors qu'on célébrait ils ont dormi à l'aéroport, tout ça, et ça avait frustré beaucoup de personnes, mais lorsque les éperviers se sont qualifiés, les Togolais aimant bien leur équipe nationale, pensent pouvoir contribuer encore, et donc ils veulent que les comptes soient faits pour que lorsqu'on va demander encore des contributions... Alors, l'alternative, c'est déjà ça une CAN de la CAN 2013, qui protège qui? Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui protègent des gens. Parce que, vous savez, c'est quand même un gouvernement qui a pris l'engagement devant le peuple togolais, d'abord de rendre compte. Dans un premier temps, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez de moyens, que les caisses de l'État n'étaient pas assez puissantes, pour faire face aux charges, aux dépenses liées à la participation des éperviers. Ils ont sollicité la contribution des Togolais à l'effort de guerre. Et ça a été fait, et on nous a promis, le gouvernement a promis quand même, a pris l'engagement devant le peuple qu'aucun rond ne restera là sans avoir fait l'objet de comptes rendus. Et comme vous l'avez rappelé, des années après, on en est là à continuer par quémander ce compte. C'est totalement regrettable, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce que ça renforce le sentiment auprès des Togolais que nous avons des dirigeants qui n'ont pas la notion de reddition de comptes, qui n'ont pas un minimum de considération pour le peuple togolais. Vous voyez, parce que déjà il y a le budget de l'État auquel participe chaque Togolais, mais là il s'est agi d'une contribution spéciale. Et il y a eu un engagement formel. Mais jusqu'à ce jour, on se rend compte que, on ne rend pas le compte. Et puis, on se rend compte qu'en fait, si ça traîne, mais si des gens... C'est quelle évaluation? Mais c'est énorme. Parce qu'on a déjà vu, les premières preuves étaient là. On a vu les conditions dans lesquelles les éperviers ont participé à cette canne, comment ils sont revenus, ainsi de suite. On a annoncé des avions qui étaient pas là. Des appareils. Plein de choses. Un cafouillage monstre. Un cafouillage monstre. C'est déjà la preuve que des choses ont été mal organisées. Déjà ça. Maintenant, les acteurs qui ont été coupables, qui sont rendus coupables de ces genres de choses, il va falloir qu'on puisse connaître, qu'on puisse savoir qui a fait quoi, et qu'on puisse les identifier. Vous voyez, non? Mais là, on a l'impression que le gouvernement, en tout cas, des gens qui devraient rendre public les comptes, et ne sont pas en train de le faire parce qu'ils sont en train de les protéger. C'est scandaleux. Et le Premier ministre, nous avons publié le courrier de l'ancien Premier ministre Ahmed Zoulou, qui suppliait pratiquement le ministre des Finances de rendre public les comptes. Mais les pauvres étaient plus puissants que lui à la limite. Oui, c'est triste de le dire, de constater qu'un Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, qui a pris l'engagement devant le peuple, et j'aime bien quand le confrère d'une radio de la place joue son son, dans lequel il a pris l'engagement de rendre compte à l'État, de rendre compte au peuple. Donc il a pris l'engagement, et lui, le chef du gouvernement, en soi, a demandé, a supplié son ministre des Finances de rendre ses comptes. Et on voit le résultat, ça n'a pas été suivi de réaction. Il est passé, le ministre des Finances est passé, on a un nouveau gouvernement, on a un nouveau Premier ministre, on a un nouveau ministre des Finances, et rien n'a changé, les comptes sont toujours bloqués là, et on ne sait pas qui protège qui. Qu'est-ce qu'il y a dans ces comptes? On ne veut pas que le peuple en soit mis au courant. Didier, secondes, on passe à autre sujet rapidement. Là, ce que j'aimerais dire, c'est quand même d'interpeller le chef de l'État, parce que c'est lui qui est le chef de tous les Togolais. Il doit connaître ce qui se passe là. Avec le rapport. Les comptes de la CAN. Donc lui seul a autorité aujourd'hui de prendre du dessus et ordonner la publication des comptes. Si ça dit que lui aussi est d'accord que les choses ne soient publiées parce que moi je l'interpelle aujourd'hui. On va parler du concours, du 18e concours d'agrégation du CAMES qui a eu lieu à Dakar, je crois la semaine dernière, avec 15 nouveaux professeurs chez nous au Togo ici. Avec 115 admissions, 19 inscrits, c'est le bilan donc du Togo lors du dernier concours d'agrégation à Dakar. La moisson est très bonne, Maxime. Oui. Vous savez, c'est quand même de grands intellectuels que nous avons, c'est de grands chercheurs que nous avons, et dont les efforts ont été consacrés à Dakar. Mais c'est triste de constater que, bon, apparemment ça n'intéresse personne. Il faut juste voir au niveau de la presse, même à commencer par nous au niveau de la presse. Combien de personnes, combien de médias ont parlé de cette affaire, de la consécration de ces 15 nouveaux professeurs agrégés. 15, c'est énorme. Quand même.
quand même, je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on a eu ce chiffre. Hein? Qu'on a eu ce chiffre. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a des professeurs agrégés. Vous voyez, et par exemple, et dans les conditions dans lesquelles les gens participent à ces concours. Parce qu'après, d'abord il faut être, pour les médecins, il faut être médecin, docteur, et ensuite faire les recherches pendant plusieurs années, parfois 10 ans, et 15 ans, voire, oui, pour d'abord, pour voilà, prétendre participer à ce concours, qui est un concours. Et après, parce que ce n'est pas n'importe qui passe, la preuve, le Togo a présenté 20 je crois, 20 candidats, et il y a eu 15 qui sont sortis. Et donc c'est un concours très très sélectif. Et lorsque vous passez à travers ce concours, ça veut dire que bon, vous avez une reconnaissance de vos valeurs, de vos qualités d'intellectuels. Et donc lorsque dans les pays, les gens en arrivent à passer par le biais de ce concours, il y a une reconnaissance nationale vis-à-vis de ces personnes, de ces dignes fils du pays. Parce que c'est des grands intellectuels, c'est des gens qui vont encadrer des recherches, c'est des gens qui, voilà, qui vont essayer de tirer la masse vers le haut. Mais on a l'impression que chez nous, ce genre de choses, ça va dans l'anonymat. Oui, dans l'anonymat, personne n'en parle. Et puis, c'est le gouvernement qui a la responsabilité de valoriser le savoir. Vous savez, nous, quand on préparait cet article, on a... je rappelle que vous disiez ce matin à la une de votre journal, Chiwalaï, 14 autres médecins togolais décrochent leur agrégation à Dakar quand le pouvoir banalise les chercheurs pendant qu'ils célèbrent des faux héros. Voilà. Vous voyez par exemple, lorsqu'il s'agit, je ne sais pas quoi, de n'importe quelle connerie, on est prompt à en parler sur, à la une. Vous allez voir ça à la une des journaux, sur les médias. On est capable d'affréter un avion pour aller chercher un artiste qui vient faire tremousser des gens ici, un jet privé. On valorise des faux héros. Mais les gens qui incarnent le savoir, la connaissance, des gens qui se donnent, qui se consacrent pour ça, on a l'impression qu'on les banalise, on ne leur donne pas un minimum de considération. Vous savez, il y a par exemple 8 ans, je crois que c'était en 2008. Rapidement, en 2008, on a eu 100% au concours d'agrégation, version médecine. Et les 4 Togolais étaient les premiers de chacun dans sa catégorie. Ça n'intéressait personne. Et au contraire, quand nos agrégés, quand ils reviennent, vous savez ce qu'on leur demande? La robe qu'ils portent, qu'ils devraient porter pour servir les universités, on leur demande de l'acheter eux-mêmes à 300 000 francs. Ailleurs au Sénégal, par exemple, il y a une cérémonie officielle qui est organisée, une grande cérémonie officielle qui est organisée pour les féliciter au cours de cette cérémonie. En principe, on leur offre cette robe. Le gouvernement, le Premier ministre, au Bénin, par exemple, on les reçoit, on leur déroule le tapis rouge, on les reçoit à la présidence. C'est normal. Oui, on les montre un modèle pour la société, pour la jeunesse. Ici au Togo, on a l'impression que les valeurs sont sans dessus, sans dessous. C'est n'importe quoi qu'on voit, qu'on nous montre, voilà, un modèle. Et puis, ceux qui se consacrent aux bases, ceux qui se consacrent à bâtir ce pays, par exemple, la recherche, c'est important. C'est important. Vous savez, lorsque vous n'investissez pas dans la recherche, vous serez là à la merci de n'importe quel vent. Parce que la recherche, c'est ça qui anticipe sur l'avenir. Vous voyez, non? Lorsque, par exemple, là on parle de la santé, vous connaissez le système de santé de notre pays. Ces gens, ce sont eux qui se battent encore pour maintenir le système de santé. Merci. Ils ne méritent pas d'être passés comme ça dans l'anonymat. Ils méritent une reconnaissance officielle. Voilà quoi. Non, bon, le message est passé. Le message est passé. On va le recevoir. On va nous, à l'alternative, nous allons faire notre part. Une prochaine. Nous, à l'alternative, nous allons faire notre part. Il revient à chaque Togolais de savoir comment valoriser ce qu'il est. Merci Maxime Didier. Moi là-dessus rapidement. D'abord, félicitations au professeur Achiwala et à ses collègues qui ont réussi brillamment à leur concours d'agrégation. Pour ne pas perdre le temps, je dirais que on espère que dans les prochains jours, autant pour moi, le gouvernement va quand même revoir sa façon de faire et organiser une cérémonie comme notre... Bon, peut-être que le gouvernement l'a fait, c'est pas médiatisé. Non, peut-être on ne sait pas. Et qu'en conseil des ministres, le chef de l'État prendra des décrets pour les nommer officiellement. Oui, bon ça ils le font toujours, mais bon ça veut rien dire. Il faut une reconnaissance de l'État. La nation doit pouvoir vis-à-vis de et qui vont défendre les couleurs. Va prendre des décrets pour les nommer officiellement. Ça, il le fera. Avec notamment une révalorisation salariale, parce que ça aussi c'est un problème dans notre système de santé. On a de la valeur, on a quand même les docteurs les meilleurs
que des gens cherchent ailleurs. Ouais. Souvenez-vous que quelqu'un disait qu'en région parisienne, il y a plus de médecins togolais qu'au Togo. Ça, c'est vérifié. C'est vérifié. C'est compris, on va marquer la pause. On n'utilise pas nos docteurs, nos professeurs en médecine pour les faire voyager sur d'autres pays. Merci. Merci, Maxime. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer la pause. Derrière la pause, nous avons invité Kawa Tcholi, le président de la Civito. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio à notre invité, Kawa Tcholi, président de la Civito, bonjour. Bonjour. Alors, on va aller rapidement, avant de parler de la Civito, on va parler d'un problème qui est là de tourner depuis plusieurs mois déjà. Donc vous accusez le CACIT d'avoir détourné de l'argent appartenant aux victimes de la torture. Pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui de quel projet il s'agit au juste? Et en fait, il s'agit du projet du Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour les victimes de torture. C'est un projet que l'Assemblée générale des Nations Unies a instauré depuis 1981, juste pour accompagner les victimes à pouvoir se remettre de leur traumatisme. Donc, à cela, tout est parti de ce projet qu'on avait élaboré à trois. Au départ, c'était avec la CAT Togo, le CACIT et la Civito. Oui, bien entendu, avec l'accompagnement et l'expertise du Bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme HCDH au Togo. Alors, vous avez de dire que c'est à Civito, le CACIT et à CAT Togo qui ont écrit le projet à trois? Tout à fait. Et tout est parti de ce projet, avec, je viens de l'expliquer, avec l'accompagnement et l'expertise du Bureau des Nations Unies au Togo. Et dès que le premier financement était venu en 2014, ce qui s'est passé, c'est que, entre-temps, les Nations Unies ont demandé que la CAT se retire du projet. Donc, et de laisser le projet au CACIT et à la Civito, qu'au fil du temps, le CACIT également devrait se retirer pour que les victimes elles-mêmes se prennent en charge. Pour dire que le projet, en réalité, n'appartient ni au CACIT ni à la Civito. Alors, le CACIT... Permettez que j'explique que j'ai l'opinion. Donc, le projet n'appartient à aucune organisation. C'est juste pour aider les victimes à se remettre. Donc, brièvement, par rapport aux activités génératrices de revenus. Dès que le financement était arrivé, ce que le CACIT a fait, c'est qu'ils se sont contentés, sans consulter le bureau de la Civito, ils ont appelé les victimes bénéficiaires et ils ont alloué comme ça des fonds d'une manière autoritaire et puis comme ça. Et entre-temps, les victimes ont voulu, nous sont revenus au niveau du bureau et nous avons voulu protester. Ce que André Afanou a dit, c'est que toute la gestion qui a été faite est bien connue de Madame Higué et qu'il ne fait rien sans son consentement. Oui, Madame Higué Latokumbo, je rappelle que c'était la représentante résidente du HCDH au Togo. Pour que les gens le suivent clairement. Tout à fait. Donc, dès que ça s'est dit comme cela, bon, qu'est-ce qu'on va faire si le projet est financé par les Nations Unies et que les Nations Unies même soient d'accord de la gestion que nous avons contestée, écoutez, nous ne pouvons que nous aligner. On a consommé, c'est ce qu'on a consommé. Maintenant, dès que le second financement était arrivé en 2015, le CACIT a voulu reprendre la même chose. Là, nous avons été obligés maintenant de saisir la dame pour lui dire que la première gestion avait été faite et vous avez été pris à témoin. Et cette fois-ci, la même chose veut se répéter. Nous, on n'est pas d'accord. Il va falloir vraiment qu'on nous éclaircisse par rapport à cette gestion. Parce que au départ du projet, c'est que les victimes avaient été entretenues par les fonctionnaires onusiens. Et de la manière dont le projet devrait être géré, les victimes ont été clairement édifiées par rapport à cela. Donc, ce qui a fait que le CACIT s'est trompé, c'est que à ces rencontres, les Nations Unies ont exigé que le CACIT, qu'aucun responsable du CACIT n'assiste à ces rencontres. Ils le savent très bien.
Donc tout ce qui a été dit, les victimes savent comment le projet devrait être géré. C'était une parenthèse que je souligne. Alors, dès que nous avons alerté madame... Il faut qu'on fasse un petit résumé, parce que là, on a passé de temps. Tout à fait. Oui, parce que je crois que les gens se... Oui, il faut synthétiser. Tout à fait, tout à fait. Donc, dès que nous avons alerté la dame, le 8 mai 2015, elle a convoqué une confrontation le 12 mai. Oui. Donc, à cette rencontre, nous étions avec André Afanou, son président, et les victimes, les membres du bureau d'Asvito et d'autres victimes. Pour commencer, la dame a dit quoi? Que tout ce que le CACIT a dit sur elle, en l'occurrence André Afanou, qu'elle n'est au courant de rien du tout. Dans un premier temps, c'est ce qu'elle a dit. Ensuite, elle a dit que de la manière dont le projet a été géré par le CACIT, elle n'est pas d'accord et que ce n'est pas comme cela que cela devait être fait. Alors, tout était clair. Et là, André Afanou a commencé par bégayer là-bas pour dire... Mais finalement, c'est son président qui a dit, mais actually, mais il fallait tout ça là, on aurait pu nous entendre entre nous, il ne fallait pas amener ça ici. Je lui ai répondu du coup que non, cette rencontre, elle a été très importante pour moi. Alors, vous comprenez? Vous permettez? Oui, non, parce qu'il faut qu'on évolue. Non, vous allez parler après. Vous permettez? J'ai sous la main ici un courrier que vous avez signé, adressé à Madame la représentante présidente du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Mais vous ne prêtez pas janvier. Non, je suis dans monsieur Cao. Non, vous n'allez pas parler jusqu'à... Parce que... Je vous pose des questions. Non, n'ayez pas peur. On a encore au moins 25 minutes. Tout à fait. On va les poser. Non, je crois que c'est vous qui aviez peur. Alors, dans la lettre, vous dites clairement, quelque part, si je lis, alors, notre déception et désolation vient d'abord du fait que vous avez mis du temps pour nous faire connaître clairement votre position, que nous résumons en ce sens. 2 points. C'est le CACIT qui a élaboré le projet et qu'il pouvait le gérer comme il l'entend. C'est vous qui l'écrivez, Madame Higuet. Tout à fait. Et pourquoi vous écrivez ça? Justement, j'en viens. Donc, après cette rencontre, il était question qu'on se voit et que le CACIT soit recadré. Et je tiens à préciser qu'à cette rencontre, il n'y avait pas que Mme Higuet. Elle était avec un de ses collaborateurs, qui est M. Sama. Oui, M. Sama. Donc, après cela, j'en viens. Après cela, le CACIT a commencé par maintenir le flou. Donc, c'était le 12. Le 15, c'est nous qui avions écrit au CACIT pour leur dire, écoutez, il y a eu une rencontre, il y a des décisions qui ont été prises. Vous attendez quoi? C'est là où ils ont commencé par nous dire comme quoi le président était en voyage, machin. Mais justement, je vois que vous avez eu la lettre, c'est très bien que vous l'ayez, je ne sais pas comment vous l'avez eu, mais il faut... ce document. Oui, c'est pour vous dire que quand nous, on était en train de chercher à régler le problème, le CACIT, en l'occurrence André, est allé chercher le soutien de ses amis barons du pouvoir qui ont mis la pression sur Mme Higuet pour qu'elle ravage ce qu'elle avait dit le 12. Baron du pouvoir. Oui, mais écoutez, ils se connaissent là. Donc, c'est ce qui a été fait. Il a procédé comme cela. Et là, c'est la dame qui nous rappelle pour nous dire, bon, écoutez, bon, on va laisser ça tomber, histoire. C'est là où, c'est à la suite de cette deuxième rencontre que j'ai dit à la dame, écoutez, ce que vous avez fait, ce jeu-là, nous n'allons jamais l'accepter. Et je lui ai fait cette lettre. Tenez-vous bien. Quand j'ai fait la lettre à la dame, elle m'a appelé sur mon portable. J'étais d'ailleurs avec un journaliste quand elle m'appelait. Elle m'appelait pour me dire, mais actually, c'est le CACIT, c'est l'erreur au CACIT, mais pourquoi tu veux rapporter tout sur moi? Je lui ai dit que ce que vous avez dit à la confrontation, c'est pas ce que vous êtes en train de dire. Vous avez dit maintenant 1 mois après. Là, ce jeu-là, nous n'allons jamais l'accepter. Alors, monsieur Kao, on parle calmement. Allons-y posement, retrouvez vos nerfs, retrouvez vos sens, on va aller posement, il n'y a pas de souci. Alors, on va revenir au projet, on va aller posement. Alors, selon nos informations, le projet en question compte plusieurs volets. On a vu le document, j'ai vu le dossier, le projet de 2014, 2015, 2016. Je rappelle que le projet est reconduit pour 2017. Et les victimes continuent pas à bénéficier de l'aide. Alors, selon nos informations, donc je disais que le projet a plusieurs volets, à savoir par exemple assistance médicale, consultation, analyse, achat de médicaments, assistance judiciaire. Mais là, vous ne lisez pas le projet là. Mais attends, vous avez fait manifester. Vous du projet, mais vous me présentez. Mais là, ça, vous permettez que je pose des questions, vous me direz si c'est contenu dans le projet ou non. Alors, est-ce que vous-même, vous ne trouvez pas paradoxal que ce soit vous qui me parlez d'un projet, mais je vous pose une question, vous avez une réponse et tout. Alors, il y a l'assistance judiciaire, rédaction des plaintes, y compris la CDAO, honoraires forfaitaires aux avocats. Alors, est-ce que des médecins vous ont consulté, oui ou non? Bon.
vous et vos autres collègues, est-ce que les médecins vous ont consulté? On a dit il y a 2 médecins qui on ne veut pas donner leur nom ici. On les a aussi interrogés. Ouais, est-ce qu'ils vous ont consulté? Je vous retourne la question, monsieur Junior. Vous avez vu le projet en question, n'est-ce pas? J'ai vu les 3 projets. Est-ce que vous connaissez, vous avez vu l'équipe qui devait piloter le projet? Mais bon, écoutez, c'est pas moi. Ici, c'est moi qui pose la question. C'est vous qui est censé répondre. Je vous dis, le projet que moi j'ai vu en face de moi, c'est bien écrit. Le projet est du cassis. Oui, je vous retourne la question. Quand vous avez vu le projet, est-ce que vous avez vu l'équipe qui devait piloter le projet? Non, mais là, pour que le des documents qu'on peut malheureusement pour rejeter ici parce que je voulais qu'on projette ça à l'antenne, mais on n'a pas pu. C'est pas vrai. Monsieur Junior, je vous pose une question. Alors, je pose moi. Vous voulez me dire que vous connaissez mieux le projet que le HCDH? Je n'ai. Attendez, écoutez, monsieur Kao, vous avez interrogé le HCDH et le CACIT et tous ceux qui sont mêlés à ce projet. Jusqu'aux Nations Unies à Genève, on a pris des informations. Le projet, je rappelle qu'il est toujours en vigueur et il est reconduit pour 2017. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez eu une assistance médicale, oui ou non? Moi, je n'ai pas d'assistance médicale. Et beaucoup vous n'avez pas vu rencontrer un médecin? Votre dossier médical ne se trouve pas sur le médecin alors je parle. Je vais vous dire ceci. Si c'est pour la défense du je vous pose une question. Est-ce que votre dossier médical, c'est tout la médecin ou non? Junior, j'ai une question. J'ai une question. Monsieur Acholi, tout à l'heure vous avez parlé d'un projet. Au total, à ce jour, combien ont été mobilisés par ce projet et combien sont allés aux victimes par exemple? Justement, ce sont des questions que l'opinion doit savoir. Le premier financement était venu à combien? Attendez, c'était un peu moins de 10 millions. Et ce sont les Nations Unies. 20 000 $ pour que les gens soient un peu moins de. Non, je vous donne le chiffre, c'est 20 000 $. Je mettrai en français ça. Moi, c'est le chiffre officiel que j'ai vu. Tout à fait. Il faut que donc. Est-ce que vous allez me laisser? Oui, allons-y, monsieur Anthony Soïka. Donc, ne me rentrez pas. Non, je suis censé expliquer des choses aux gens. J'ai dit c'est 20 000 $. Ah bon, c'est vous qui allez expliquer les choses? Mais je vous dis c'est 20 000 $ US, vous dites moi des 10 millions, pour que je donne le truc chiffré. Ok, allons-y. Combien les Nations Unies nous ont tenus informés. Voici tel financement qui est arrivé. Là, jusque-là, on attendait le document. Le CACIT n'a pas fait cela. Ils ont fait selon ce qu'ils veulent. Dès que nous avons alerté Mme Higué pour la confrontation, elle a été claire à cette confrontation. En disant que le projet devrait être co-géré entre le CACIT et la CIVITO. Et que la CIVITO a droit aux documents. Et c'est ensemble, avec la CIVITO et le CACIT, qu'on devrait discuter de la manière dont le projet devait être géré. C'est ce qui a été dit le 12. Et là, à la suite de cela, maintenant, le CACIT devrait nous redonner, nous remettre les documents. Et ensuite, maintenant, qu'on sache maintenant, par rapport au financement qu'ils ont déjà, à la gestion malencontreuse qu'ils ont déjà faite, nous on a laissé tomber. Donc pour le financement qui était venu pour 2015, on devait le faire ensemble. C'est suite à cela que le CACIT a commencé par maintenir le flou. Ils sont allés voir les barons qui ont fait la pression, qui ont mis la pression, écoutez bien. Et quand il s'agit des rencontres, maintenant, ils font ceci. J'aurais souhaité que André Afanou soit présent avec moi. Quand il y a une confrontation, ils disent... Non, je veux quand même... Par exemple, vous avez parlé de plusieurs projets. Je crois que c'est quoi? C'est le 3e maintenant, c'est ça? Non, c'est le seul projet qui est... Voilà, combien ont été donnés à ce projet et combien, à votre avis, à combien vous évaluez ce qui est la part qui est allée à vos membres, les victimes? Et je vais dire que c'est la première gestion, telle que ça s'est passé. Moi, j'ai dit au niveau du bureau, si vous voulez que les choses se passent ainsi, je ne vais pas cautionner cela. Il faut que le projet est venu avec des lignes et que ces lignes, nous devons les connaître et les suivre ensemble. Et c'est ce que Mme Higué a confirmé le 12. Est-ce que vous voyez? Mais à ce jour, le CACIT refuse de nous remettre le projet, les documents du projet. Et je suis surpris que ce soit un journaliste qui me parle du projet et manuscrit. Ok, ça c'était une parenthèse. Écoutez, nous sommes en droit du HCDH et que oui, monsieur Junior, c'est dans vos investigations que vous avez eu les documents. Même nous, le droit, à ce titre de droit, devrait avoir les documents. Vous n'avez pas les documents. Est-ce que vous convenez avec moi? Nous ne les avons pas. Jusqu'à ce jour, on n'a pas ce projet. C'est pourquoi j'aurais souhaité que monsieur André Afanou soit présent en confrontation, qu'on puisse en discuter.
Est-ce que vous voyez? Mais inutile de procéder par des magouilles. Tout ce qu'André Afano est en train de faire, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'aurais souhaité qu'il soit là, alors que je lui dis ceci. Allons-y. Vous parlez de détournement. Alors, combien le CACIT a détourné aujourd'hui à Asibito? Les chiffres réels. Mais ce que j'ai dit, vous ne comprenez pas le langage. Je dis ceci. Le premier financement des Nations Unies nous a dit le montant. Le second également. Mais le CACIT jusque-là ne nous a rien dit. Est-ce que vous voyez? Alors, est-ce que les gens ont bénéficié quand même du projet? Les gens ont bénéficié? Écoutez, mais si... Je vais vous dire ceci. Vous-même, vous êtes en train d'ouvrir le congélo. Je crois que vous allez prendre la vapeur. Et lorsque le CACIT, André, a commencé par faire ses magouilles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manipulé 2 victimes. Après la confrontation du 12 au niveau du HDH, André Afano a payé 2 victimes de torture. Il leur a donné de l'argent. Et leur mission était de semer de la zizanie pour maintenant mettre la diversion par rapport à ce problème. Et nous avons été vigilants. Il serait ici, je vais lui citer comment ça s'est passé. Il le sait très bien. Est-ce que vous voyez? Et ce sont ces victimes maintenant qui ont commencé par semer la zizanie. Non, tu n'es pas censé le savoir, tu n'es pas victime. Non, écoutez. Le manipulateur. Pour que tout soit clair. Alors, soyez clair jusqu'au bout dans vos idées. Allez demander à André s'il le reconnaît, oui ou non, avoir manipulé 2 victimes. Mais moi, il n'est pas ici. Non, allez lui demander si lui maintenant, moi j'apporte les éclaircissements. Ok, continue. Moi je suis prêt. Les noms, je vais vous les donner. Ne vous stressez pas. Je veux éclairer l'opinion par rapport à ce projet. Donc donnez-moi le temps. Et puis, le second projet, lorsqu'il était arrivé, il a été financé. C'est les Nations Unies également qui nous ont dit, Asvito, l'argent a été mis sur le compte du CACIT. Mais lorsque nous étions à la rencontre, le 12... Combien? C'était un peu plus de 11 millions de francs CFA. Okay. Lorsque nous étions à la rencontre le 12, André Afano a nié que le CACIT n'était pas encore en possession du financement. Nous on s'est dit, bon, il n'y a pas de problème. Madame Lili a dit, elle a affirmé que elle a toutes les informations comme quoi le financement a été mis sur leur compte. Nous on a dit quoi? Même si ce n'est pas encore arrivé, dans tous les cas, il faut que cette affaire trouve une issue. Alors, nous allons vous dire, j'ai une question rapidement. Monsieur Acholi, vous dites que vous n'avez pas le projet. Qu'est-ce que vous reprochez réellement au CACIT pour la gestion du projet? Vous parlez de magouille, est-ce que vous pouvez détailler? C'est-à-dire que vous n'avez pas le projet. Vous-même, vous avez dit que le projet a des lignes, lignes dans sa gestion. Donc, qu'est-ce que vous reprochez réellement au CACIT? Et qu'est-ce que vous pensez que le CACIT aurait pu faire dans ce cas, dans la gestion du projet? J'aime ce genre de questions parce que c'est une manière de chercher à comprendre. Voilà. Et tel que vous l'avez dit, entre temps j'ai dit quoi? Les Nations Unies ont entretenu l'Asvito et les victimes par rapport au projet au départ. Et elles n'ont pas voulu que le CACIT soit présent à cette rencontre. Est-ce que vous voyez? Donc tout a été dit, même le montant qui a été demandé par victime, tout a été dit, tout a été donné aux victimes. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas forcément ce qui a été demandé qui va être financé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça c'est primo. Ça c'est une étape pour vous éclairer. Ensuite, comme le projet devrait être renouvelé, lorsqu'on devrait renouveler le projet de 2015, dans l'équipe même de pilotage maintenant, c'est que le commandant Olivier Ama devrait être le vice-coordonnateur de l'équipe de pilotage du projet. Moi-même j'en faisais partie. Parce que président de la Civito. De la Civito. Donc André Afano en est le coordonnateur et Olivier Ama est le coordonnateur adjoint. C'est ce projet qui a été financé à 11 millions. J'espère que ça vous avez un peu de lumière par rapport à cela. Au CACIT. Qu'est-ce que vous reprochez au CACIT du projet? Mais dans un premier temps, les documents. Nous avons droit aux documents. Et cela leur a été signifié par les Nations Unies. Et à ce jour, non, vous avez posé une question, laissez-moi répondre. Okay. À ce jour, nous n'avons pas encore les documents. Monsieur Maxime, je crois que vous avez eu à intervenir dans cette affaire entre-temps, par l'intermédiaire d'André Afano. Mais je crois que ces questions, tu aurais pu me les poser quand nous étions ensemble. Mais ici, là, je suis là pour répondre, pour donner un droit de réponse. Donc permettez-moi quand même que allez-y. Non, j'aimerais préciser, vous avez dit, j'aimerais préciser à ceux qui nous suivent que on ne vous reçoit pas pour un droit de réponse. Si c'était pour un droit de réponse, vous devez intervenir pendant 56 secondes.
M. André Afanou venir parler de votre affaire si pendant 56 secondes, on vous aurait accordé les 56 secondes et on passait à autre chose. Alors, nous, on a voulu vous expliquer. Donc, c'est pas le mot de répondre. Je voulais donner cette précision-là. Alors, on va évoluer. Monsieur Kawacholi. Oui. Non, je pose une question. Monsieur Kawacholi, est-ce que vous avez eu une assistance sociale de la part du CACIS dans le cadre de ce projet? Non. Vous n'avez pas reçu l'argent, du liquide, vous, les autres victimes? Nous avons vu des chèques, nous autres. Moi, j'ai vu des chèques. Pour vous dire, c'est ce que je dis par rapport à la première gestion. C'est par rapport à la première gestion que André Afanou a octroyé comme ça les fonds. Et il a dit quoi? Que ça vient que tout est connu de Madame Higué. Ouais. Et là, nous, on ne pouvait rien faire. Même quand bien même on n'était pas d'accord. Ça, je l'ai dit ici. Voilà. Et ça a été, c'était 1,5 million, puisque les victimes avaient 150 000, il y avait 10 victimes. Donc, je crois 150 000, ça doit faire 1 million, autour de 1,5 million, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc, à ce temps, moi, je faisais partie des victimes bénéficiaires. Voilà. Et donc, ça s'est arrêté là. Et depuis, et je tiens à souligner que c'est la face visible de l'iceberg par rapport au projet de financement des Nations Unies. Il y a beaucoup de choses. Vous permettez, au niveau de l'assistance sociale en 2014, M. Kawacholi, je vois mon document ici, ça fait 2 153 000 francs CFA et c'est pour 13 personnes en 2014. 2 153 743 francs CFA, c'est ce que je vois sur le document que j'ai à mon niveau. André peut citer les 13 personnes, c'est 10 victimes que Activito a présentées. André lui-même, il a parlé, peut-être ils ont des victimes fictives que nous ne savons pas, mais c'était 10 victimes. S'il peut lister les 13, ça fait son affaire. Okay. Mais au niveau d'Activito, nous reconnaissons, et bon, c'est encore une preuve que ce qu'ils font, nous, on ne sait pas. Alors, une autre précision que j'aimerais donner à ceux qui nous suivent actuellement. Entre-temps, M. Kawacholi, vous reconnaissez qu'on vous a écarté du projet parce que le CACIT, supposé que vous le critiquez trop, le CACIT a vu Genève, a saisi Genève, le bureau du ACDH, pour qu'on vous sorte du projet et qu'on vous remplace par d'autres victimes. Vous confirmez? André Afanou, c'est un peu l'homme. C'est-à-dire que quoi? Il avait dit, mais lorsqu'on était à la confrontation, il n'a pas soulevé ce problème. Après la confrontation, quand nous étions à leur siège pour en discuter, il dit oui, entre-temps ils ont sorti. J'ai dit bon, monsieur André, je suis d'accord que vous ayez sorti certaines victimes, mais ça ne peut pas se faire simplement comme cela. Apportez les documents, et là, c'est ensemble qu'on a rédigé, on a mis les noms. Le financement viendra certainement avec les noms des victimes. Apportez les documents, là on sera convaincu qu'entre-temps vous nous avez remplacés. Je lui ai dit ça à leur siège. C'est là où André Afanou, en présence de son président, il a dit non, ils ne vont pas nous remettre les documents. Mais je non, attendez. Est-ce que vous voyez un peu? D'ailleurs, je tiens à souligner quoi? Le document, lorsque le projet a été envoyé, c'est les Nations Unies, le bureau du HCDH ici. C'est par ce bureau qu'on envoie les documents. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez très bien. Et ce projet, avant même qu'on ne l'élabore pour 2015, j'ai eu plusieurs rencontres avec le bureau, les fonctionnaires des Nations Unies sur ce projet. Écoutez-moi très bien. Je leur ai dit que tel que le CACIT est en train de gérer les choses, je ne suis pas d'accord. Je souhaiterais vraiment qu'on trouve une autre organisation qui a un siège permanent parce que Activito ne peut pas à elle seule soumettre le projet parce que Activito n'a pas de siège permanent. Le bureau des Nations Unies m'ont dit quoi? Que, écoutez, ils ont fait une première gestion, ça n'a pas... attendez que les choses se passent clairement. Pas de procès d'intention. Allez-y, continuez le même projet avec eux, parce que vous avez commencé avec eux. C'est comme cela, ça s'est passé. Et je suis allé, c'est avec les collaborateurs d'André. Et je dis fort, André lui-même, je me demande s'il connaît vraiment le projet. C'est avec certains de ses collaborateurs qu'on a rédigé. Lui, il a fait que signer. Et c'est sur l'équipe de pilotage, le projet là, c'est le commandant qui devait être le vice-coordonnateur du projet. Est-ce que vous voyez? Bon, aujourd'hui, ce projet qu'on a envoyé ensemble, et la clôture c'est en février. Après clôture, je ne sais pas à quel moment, les membres du CACIT ont changé les noms, remplacé les noms. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Ça, j'accepte qu'ils ont remplacé les noms. Mais qu'il me convainc, à travers les documents qui sont arrivés, qu'entre-temps, ils ont changé les noms. Et nous, on n'a pas su.
Apportez les documents. Est-ce que ça là, c'est sorcier? Monsieur Acholi. Oui, une minute. Une minute, s'il te plaît. Parce que tout à l'heure, Acholi a cité mon nom dans l'affaire, parce que justement, je connais un peu les acteurs. Et puis, entre-temps, j'avoue que j'avais voulu, parce que connaissant les acteurs, avait voulu œuvrer au rapprochement des acteurs. Et j'avais milité pour que, parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'une partie qui demande à voir clair dans la gestion d'un fonds, d'un projet qui les concerne. J'avais milité, j'avais notamment contacté André Afan, plaidé pour que il puisse mettre cette affaire, qu'il puisse mettre les documents. Oui, non, parce que c'est juste. Oui, parce qu'il m'a cité dedans. Pour que la transparence puisse être totale dans cette affaire. Oui, non, parce que tu m'avais dit. Bon, on va évoluer. Le CACIT soutient que le projet est élaboré par l'organisation en question, et donc c'est l'organisation qui gère le projet par rapport aux lignes qui ont été mises dans le projet. Est-ce que pour couper court à ce problème, à ce différend, l'Acivito n'envisage pas lui-même monter un autre projet qu'après pour chercher des financements, tout à fait. D'autres financements. C'est pourquoi je disais tantôt que cette question, c'est de nature à faire comprendre quelque chose. C'est en fait par ce projet que Acivito devrait avoir une assise institutionnelle. Donc à travers ce projet, on devrait avoir une assise institutionnelle et au fil du temps avoir un secrétariat permanent, ce qui devrait permettre maintenant le retrait du CACIT pour que les victimes se prennent en charge. Est-ce que vous voyez? En dépit de cela, il y a beaucoup de projets, mais c'est que le persécuteur, nous on ne regarde pas le CACIT. Le persécuteur, c'est le gouvernement. Ils ont tout fait, ils font tout pour empêcher à Acivito d'avoir une assise. C'est pour empêcher à Acivito d'évoluer. C'est pourquoi ils font tout cela. Sinon, ce projet d'ailleurs ne devrait même pas être rendu public comme cela. Le temps fini. Voilà. Non, on va terminer sur de André et de Spero qui ont fait qu'ils ont voulu simplement s'accaparer de l'argent et ils ont transporté le problème au niveau du pouvoir et ils ont eu le soutien des barons qui ont mis la pression pour qu'on ne finance jamais Acivito. Ils ont fait la même chose lorsque le commandant Olivier Ama était en prison. Demande à André qu'est-ce qu'il n'a pas proposé. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Mais s'ils veulent, ils ont ouvert, non? Ils vont recevoir là-bas. Alors, M. Kawacholi, après un temps que vous avez voulu porter plainte devant les tribunaux dans le cadre de cette affaire. Est-ce que vous l'avez fait? Sinon, pourquoi vous ne le faites pas? Non, écoutez. Portez plainte contre le CACIT, pourquoi on va clair? Écoutez, les victimes sont victimes de cette justice. Nous-mêmes, nous avons été condamnés innocemment. Et bon, les mêmes qui nous persécutent, on va leur déposer une plainte contre le CACIT. Merci. Alors, connaissez-vous M. Akapo Komijifa, une des victimes, vous la connaissez, Oui. Alors, M. Akapo a publié un truc sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, vous voulez que je vous lise? Oui, je l'ai lu. Non, allez-y. Alors, il dit, SOS, chers citoyens, voici il y a 3 ans que le CACIT, dans sa lutte contre l'impunité et le respect des droits de l'homme, a pris sur lui pour venir en aide aux victimes de torture au Togo, en les prenant en compte sur le plan santé juridique et même pour les activités génératrices de revenus. Mais il y a quelques jours, M. Kawacholi, le secrétaire général de l'Acivito, ne fait que dire du n'importe quoi sur les radios et de la presse, insultant le CACIT de voler l'argent des victimes de torture. C'est fait, le CACIT nous vient toujours en aide sur tout le plan. M. Kawacholi ne veut pas le bien des victimes, car lui, après avoir reçu son indemnisation, ne veut pas laisser la main libre au CACIT de s'occuper de nous autres victimes. Je suis prêt à répondre à tous ceux qui veulent bien m'écouter. Il a même laissé ses contacts. C'est là qu'une victime. Alors, selon ce que nous avons appris, nous avons causé des autres victimes, ils disent que vous êtes 3 seulement menés la fronde et qu'eux, ils ne sont pas derrière vous. Vous avez bien parlé. S'agissant de ce monsieur Akapo, je vais vous dire, et que les gens comprennent un peu, ce monsieur, c'est grâce à nos efforts qu'il a été libéré le 12 mars 2012. Lorsqu'ils ont été libérés, nous avons mis la pression sur les avocats. Nous avons mis la pression. Ils ont été libérés. Lorsqu'ils ont été libérés, ils ont été reconnaissants dans tous les cas. On a demandé à les rencontrer. On s'est vu. Nous leur avions dit quoi? Nous voulons créer une association pour qu'on puisse retourner dans nos droits. Mais les autres ont peur, ils ne veulent pas. Vous, on a œuvré pour que vous sortiez de la prison afin que nous puissions travailler ensemble. Venez ensemble pour qu'on crée le bureau. Lui particulièrement, il a refusé. Tu as Kakola.
C'est une seule personne qui a accepté parmi eux, et c'est cette personne qui est actuellement notre conseiller dans le gouvernement. Ça, Dans le bureau. Dans le bureau. Pas le gouvernement. Non, excusez-moi. Donc, dans le bureau. Donc, le même Akapo, il était malade chez lui, souffrant. Il m'a appelé. En ce moment, ce projet a été financé. Le premier financement était arrivé. Il a appelé le commandant, le président, et la réponse que le président lui a donnée, il me l'a transmise. Je dis non, je suis pas d'accord. Le financement est là, il faudrait que... un dimanche, après le culte, au moins Dieu, je prends Dieu à témoin. Après le culte, je me suis déplacé pour aller chez ce monsieur. Il était vraiment souffrant. J'ai mis la pression sur les responsables du CACIT pour qu'on le prenne en charge. C'est en ce moment qu'il a été traité. Ça, c'est une autre partie, ça. Ensuite, ce monsieur, il y a un ami d'Asvito qui est en Suisse. Je vais clôturer pour que les gens comprennent un peu. Un ami d'Asvito qui est en Suisse, qui, après le film documentaire, il m'a écrit que vraiment c'est comme il connaît un monsieur depuis 30 ans, ils se sont séparés, apparemment ça doit être lui. Je dis, ah, même si c'est pas lui là, il faut l'aider, il est souffrant. Je vais vous mettre ensemble en contact. Je les ai mis en contact. Le monsieur, il l'aide tout le temps. Il est allé jusqu'à... Et c'est son enfant. Monsieur Akapo ne maîtrise pas l'histoire informatique. C'est son enfant qui... Non, écoutez, le monsieur a donné un ordinateur portable à l'enfant de monsieur Akapo. Monsieur Akapo s'est bagarré avec son enfant, que lui va récupérer l'ordinateur, que c'est pour lui. Et l'enfant est venu se plaindre chez moi à la maison. Ouais, ça c'est pas la vie. Voilà, c'est la victime là. C'est ce qu'André fait avec les victimes, ça. Parce qu'ils profitent de leur situation, ils leur donnent l'argent pour les monter contre nous. Moi, Dieu seul est témoin, mais André Afanou, il n'a qu'à continuer. Tous ceux qui sont derrière lui, qui le manipulent, ils ne pourront pas. Parce que moi, c'est Jésus-Christ que j'ai connu. Alors, monsieur Kawacholi, est-ce que vous savez quand même que le CACIT a un conseil d'administration et monsieur André Afanou qui est directeur exécutif? Vous le savez? Ça ne me regarde pas. Moi, j'ai affaire avec le CACIT, une organisation, et il y a un manipulateur. Non, je pose la question pour vous savez comment se gèrent les fonds en fait, quoi. Non, c'est pas, je ne cherche pas à savoir ce qui se passe au sein du CACIT. Ce n'est pas mon affaire là-bas. Ok. Moi, il y a un partenariat entre nous, que chacun respecte les règles du partenariat. Tout ce qu'il est là, il va raconter sur la société civile à Genève, tout ça, nous on est au courant de tout. Mais s'il veut, ça va sortir. Merci, merci, monsieur Kawacholi, peut-être on me laisse un mot de fin pour parler de l'activité. Non, un mot de fin parce que on a débordé. Je veux vous recevoir, il n'y a pas de souci, vous verrez. Mais malheureusement, mon mot de fin, j'attire encore une fois l'attention de la communauté, de l'opinion nationale et internationale, sur ce que le gouvernement est en train de faire contre l'Asvito. Depuis que cette association est créée, le gouvernement est toujours derrière, jusqu'à notre dernier retranchement, où les fonds viennent pour quand même calmer les victimes. Le gouvernement fait tout avec cette ficelle qui tire derrière pour nous empêcher d'avoir une assise. Tout cela, ils n'ont qu'à arrêter cela. Ça ne construit pas un pays. Dans tous les cas, qu'ils le veuillent ou non, avec ou sans moyens, Asvito va continuer par exercer. Merci, monsieur Kawacholi. Mesdames et messieurs, merci. Toutes nos excuses pour le débordement. On a vraiment débordé. Excusez-nous. On s'excuse auprès de nos auditeurs de City FM. Toutes nos excuses. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Talk numéro 101. Merci à Maxime Domini. Merci à Didier Sangwa. Merci à Kawacholi, le président de l'Asvito. On va vous recevoir très bientôt pour parler de l'Asvito, le bilan des activités, le bureau, l'élection, tout, on en parlera. C'est promis. Allez, mesdames, messieurs, bonne journée si vous nous suivez en matinée, bonne soirée si vous nous suivez dans la soirée aussi. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.